Vous avez vu l'épisode 3 de la série The Last of Us et vous cherchez un endroit où aller plus loin dans votre visionnage, c'est juste ici. Bonjour à toutes et à tous, ici Mordren et aujourd'hui on fait un décryptage, le décryptage hebdomadaire de l'épisode de The Last of Us. Énormément de choses à dire, on va essayer de faire ça rapidement, mais je vous garantis rien. Allez, c'est parti pour la vidéo. La première chose que je voudrais noter sur cet épisode 3 de la série The Last of Us, c'est qu'on nous offre ici un quasi bottle épisode. On va quasiment exclusivement s'intéresser aux personnages de Bill et Frank dans cet épisode qui ressemble presque à un moyen métrage à leur sujet. Là où c'est intéressant, c'est qu'on n'oublie pas non plus qu'il s'agit d'une série dédiée à Ellie et Joel, qui très littéralement encadre cet épisode 3 en étant présent au début et à la fin de l'épisode, avec le reste de l'épisode consacré à Bill et Frank. On est donc sur un bottle épisode, structurellement parlant, avec une histoire qui s'inscrit dans cet univers encadré par l'intrigue principale. Et on verra par la suite comment cette intrigue sur Bill et Frank se rapporte aussi grandement à l'intrigue principale de Joel et Ellie. L'épisode 3 s'ouvre sur une séquence où Joel crée un cairn en hommage à Tess, qu'il vient de perdre. C'est une manière pour lui de ne pas l'oublier et de faire son deuil. On note que son deuil se fait silencieusement, là où Ellie aimerait plutôt en parler. Elle l'exprime face à Joel dans la forêt, ne m'en veux pas pour quelque chose qui n'est pas de ma faute. À noter d'ailleurs que Craig Mazin précise qu'Ellie se sent précisément responsable de la mort de Tess, comme on l'a vu dans le plan final de l'épisode 2, et on n'a très probablement pas fini de voir sa culpabilité s'exprimer à l'écran. Dans ce début d'épisode 3, on sent la volonté d'Ellie de créer un lien avec Joel, là où il reste dans la retenue. Il la repousse systématiquement comme à son habitude, et explique qu'il ne veut surtout pas parler de Tess. On comprend que pour lui, ça serait remuer le couteau dans la plaie. On imagine bien que pendant 20 ans, il a aussi voulu enfermer la mort de sa fille dans une forme de mutisme, ce qui correspond plutôt très bien à cette séquence d'ouverture où il crée ce cairn pour Tess. Il faut aussi s'intéresser à la séquence dans le supermarché où Joel et Ellie se séparent. Je note que ça n'a pas beaucoup de sens pour Joel de se délester de sa mitrailleuse. Son explication ne tient pas vraiment debout, mais on sent bien que c'est une manière pour le scénario de le débarrasser d'une arme peut-être trop puissante. À ce moment-là, autant ne jamais lui en donner du coup. Bon bref, je vais faire abstraction de ça. Ce que fait Ellie à ce moment-là m'intéresse plus. Déjà, elle fait remarquer à Joel qu'il n'a pas vraiment tout récupéré dans la boutique, puisqu'il reste des protections hygiéniques, denrée qui doit se faire très rare après l'apocalypse. Cela montre bien sûr le peu de cas qu'il peut faire des besoins d'une femme. Mais c'est surtout la scène entre Ellie et l'infecté qui m'intéresse, puisqu'on voit bien qu'elle éprouve une fascination toute particulière pour lui. Elle profite de la situation pour faire preuve d'un certain sadisme, ce qui montre encore une fois, après l'avoir vu regarder Joel massacrer un homme dans l'épisode 1, sa fascination pour la violence en général. D'ailleurs, à la fin de l'épisode, elle récupère une arme à feu, ce qui est lourd de sens dans la suite de la série. À noter que ce n'est pas n'importe quelle arme d'ailleurs, c'est celle de Frank. C'est le moment pour moi de vous rappeler que si vous appréciez cette vidéo, ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit pouce en l'air, un petit commentaire et un abonnement. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, ça fait évidemment plaisir et puis c'est gratuit. Vous pouvez bien sûr gratuitement me suivre sur mes différents réseaux sociaux, les liens sont dans la description et si vous voulez aller plus loin dans votre soutien et me donner quelques deniers, c'est possible directement sur cette chaîne YouTube en devenant membre de la chaîne, mais aussi sur ma page Utip qui est faite à cet effet. Vous le savez, YouTube ça rémunère très peu d'un point de vue publicité. Donc évidemment, tous les gens qui peuvent m'aider financièrement via Tipeee ou via cette chaîne YouTube, c'est évidemment très apprécié. Je remercie bien sûr tous les tipeurs et tous les membres de cette chaîne YouTube. Enfin, vous pouvez aussi m'écouter dans un podcast qui s'appelle Pop Tier et Pop News. Tout ça, c'est dans les liens dans la description, ça parle de pop culture et j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. J'en viens donc au sujet principal de ce bottle épisode, le flashback progressif dédié à Bill puis Bill et Frank. Contrairement aux précédents épisodes, le flashback n'est pas décalé pré-générique, mais surgit en cours d'épisode à la faveur d'une transition de plan au moment où Joel explique à Ellie que la Fedra a parfois exécuté les civils non infectés quand il n'y avait pas de place dans les zones de quarantaine. Et comme Joel l'explique, les morts ne peuvent pas être infectés. On comprend donc bien à quel point cet univers est sombre. C'est un des trucs que j'apprécie dans cette série, elle ne surligne pas la violence de l'univers, mais nous la fait comprendre par petites touches. Après cette transition, on découvre donc l'armée en train d'évacuer des civils qui seront donc exécutés par la suite. C'est là qu'on découvre Bill, un survivaliste très attaché au deuxième amendement qui autorise le port d'armes aux États-Unis. Plus malin que les autres et ayant prévu la fin du monde, Bill reste caché dans son sous-sol et échappe donc à l'exécution. Il va ensuite se créer un petit bout de sécurité à la force de ses propres mains.
Sa vie va cependant être bouleversée par l'arrivée de Frank, un homme qui va se retrouver piégé dans un trou creusé par Bill. Bien que son premier réflexe soit de repousser Frank, Bill accepte de l'accueillir chez lui le temps d'un repas, et l'arrivée de Frank met d'autant plus en lumière la solitude de Bill et son besoin de se renfermer sur lui-même. Au bout du compte, les deux hommes vont tomber amoureux, et Frank va finir par rester plus d'une quinzaine d'années en compagnie de Bill. D'ailleurs, je préfère préciser qu'il y a de grandes libertés qui sont prises avec le jeu sur toute cette séquence, mais leur homosexualité n'est pas une différence avec le jeu. Elle est certes à peine évoquée dans le premier jeu The Last of Us, mais elle est bien là. Le fait que Bill accepte Frank dans sa vie va littéralement bouleverser l'ordre des choses. On dit que les opposés s'attirent, c'est le cas ici, avec un homme qui cherche plus que tout l'autarcie et un autre qui cherche justement l'ouverture. Bill a une personnalité bougonne, tandis que Frank est plus solaire. Les frictions apparaissent justement à ce sujet. Lorsque Frank veut s'ouvrir aux autres survivants, Bill est tout sauf d'accord. On est d'ailleurs témoin de la première rencontre entre Bill, Frank, Joel et Tess, et le parallèle entre Joel et Bill est d'ailleurs assez évident, j'y reviendrai dans la suite de cette vidéo. En tout état de cause, on a l'occasion de vivre au travers de plusieurs ellipses temporelles les moments clés de la vie de Bill et sa relation avec Frank. J'entends d'ici les joueurs surpris critiquer le choix de modifier l'intégralité de cette séquence du jeu à la faveur d'une partition plus lente et plus tournée vers l'émotion. Je comprends l'éventuelle frustration, bien sûr, mais personnellement, j'ai apprécié cette prise de risque qui m'a surpris dans le bon sens. J'ai envie de saluer les performances de Nick Offerman et de Murray Bartlett, qui sont tous les deux très convaincants. À mon sens, il y a quelques scènes qui marchent moins bien, car elles paraissent un peu balourdes et insistantes, mais au global, j'ai un bon sentiment sur toute cette séquence. On peut aussi parler du final de ce flashback avec les deux hommes qui décident finalement d'arrêter de lutter. Dans leur podcast, Craig Mazin et Neil Druckmann précisent que Frank est atteint d'une maladie dégénérative, c'est pour cette raison qu'on le retrouve aussi marqué et en difficulté 10 années plus tard. J'ai apprécié le parallèle entre le premier repas partagé par Bill et Frank et leur dernier. Bill sert Frank de la même manière, mais cette fois ils ne sont pas séparés par la table, mais bien l'un à côté de l'autre. C'est à ce moment que Bill décide d'accompagner Frank dans la mort. On note d'ailleurs que ce n'est pas un abandon pour Bill, il estime avoir vécu une vie pleine, tout comme Frank. Ce n'est pas le suicide tragique à la fin de la pièce, je suis vieux, je suis satisfait, et c'était toi ma raison d'être. Bill donne une des clés pour comprendre son attitude face au monde et à Frank. Il lui explique qu'avant lui, il n'avait pas peur. Ça donne bien sûr une perspective sur l'amour dans ce monde post-apocalyptique, car c'est un des thèmes que The Last of Us souhaite le plus étudier. Dans ce contexte, on voit bien qu'en s'ouvrant à l'autre, Bill s'est également créé une faiblesse. Neil Druckmann souligne cet aspect, ça démontre ce qu'on peut perdre quand on aime quelqu'un, mais il y a aussi ce qu'on y gagne. Le contraste de ces deux choses dans cet épisode apporte grandement également au voyage d'Ellie et Joel. Et oui, c'est aussi pour ça que j'apprécie toute cette séquence de flashback autour de Bill et Frank, parce qu'elle a aussi une signification toute particulière pour la suite de la série dans le parallèle clair qu'elle met en place entre Joel et Bill. On le rappelle, Bill a peur de perdre Frank. Joel, quant à lui, il a perdu sa fille et il vient de perdre Tess. De quoi a-t-il peur désormais ? Eh bien de s'engager dans une nouvelle relation où un échec pourrait lui faire perdre quelqu'un à qui il tient. Craig Mazin l'explique dans le podcast The Last of Us, Bill a déjà peur d'échouer à protéger Frank, c'est une peur que Joel a lui aussi. Bill et Joel ont deux personnalités très similaires. Les deux hommes ont pour objectif de se protéger eux-mêmes et ceux qui les entourent, mais ils souhaitent le faire en formant une coquille autour d'eux. Dans le cas de Bill, c'est littéralement une clôture électrique. Dans le cas de Joel, c'est plus une muraille émotionnelle. Si je ne tiens pas à toi, ta mort ne peut pas m'atteindre. Et pourtant, tous les deux sont attirés par des personnes qui prennent le grand risque de s'ouvrir aux autres et au monde. Bill tombe amoureux de Frank. Joel vivait avec Tess, qui est une personne qui l'a mené dans des situations complexes. J'en veux pour preuve l'épisode 1 où elle le mène jusqu'aux Lucioles et décide qu'ils mèneront à bien la mission Ellie. Et justement, il résiste au fait de se rapprocher d'Ellie, très précisément pour ça. On sent bien d'ailleurs que Bill et Joel ne s'apprécient pas des masses. Bill le rejette, sans doute également parce qu'ils sont très similaires. Et pourtant, lorsque Bill est blessé dans la seule scène d'action de cet épisode 3, c'est à Joel qu'il souhaite confier la survie de Frank, car il sait que Joel est un protecteur, comme lui. Des propres mots de Craig Mazin, Joel doit être là pour tuer des gens et le protéger. Le final de l'épisode 3 de The Last of Us permet à Ellie de lire la note de suicide de Bill. Dans celle-ci, il lui explique leurs gestes et lui donne ses ressources, notamment son pick-up et ses armes. Bill souhaite d'ailleurs que Joel les utilise pour qu'il protège Tess. Et bien sûr, c'est ironique que Bill pense ça alors que Tess vient de mourir sans que Joel ait pu la protéger. Mais en substance, Bill répète à Joel la même chose que Tess lui a dit dans l'épisode précédent,
à savoir sauve ceux à qui tu tiens. Neil Druckmann explicite ce choix dans le making-of de l'épisode. Quand Ellie lit cette lettre de suicide à Joel, Bill lui explique en substance « Fais attention aux personnes que tu aimes ». Et il mentionne spécifiquement Tess. C'est un rappel de l'échec de Joel. Joel a déjà échoué à sauver sa fille et il a maintenant échoué à sauver sa partenaire romantique. Que va-t-il se passer après ? Eh bien, réponse dans les prochains épisodes, bien entendu. Il y a évidemment énormément de différences entre le jeu et la série dans cet épisode 3. Je n'ai pas spécialement besoin de les relever toutes dans cette vidéo, mais je voulais vous transmettre la vision des producteurs à ce sujet. Pour Craig Mazin, ma philosophie sur cette série a toujours été quand devons-nous différer et quand devons-nous revenir au jeu. Si c'est un peu la même chose ou si c'est moins bon, on reste sur ce que le jeu faisait. Et Neil Druckmann conclut, si c'est mieux, on diffère. Neil Druckmann, coproducteur de la série, mais aussi directeur créatif du jeu, rappelons-le, explique dans le making-of que la série s'intéresse dans l'épisode 3 aux thématiques de la séquence jouée plutôt qu'à une adaptation un pour un. Dans le jeu, cette section s'intéresse à la question « Même si on peut survivre seul, pourquoi survit-on » Dans le jeu, ça se passe différemment parce qu'ils ont une grosse dispute où Bill ne veut pas changer ses habitudes et Frank lui dit qu'il ne peut plus vivre avec lui, tente de partir et finit par mourir. C'est là qu'on comprend que ce mec avait un amant qui voulait plus que simplement survivre au jour le jour. Il voulait vivre sa vie. C'était intéressant de prendre ces thèmes et de les approcher avec une histoire complètement différente. Et je trouve personnellement que c'est assez réussi. Je conclue rapidement avec mon avis sur cet épisode 3 de The Last of Us. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié cet épisode, que j'ai trouvé marquant et émouvant pour plusieurs raisons. Déjà, tout ce qu'on nous raconte autour de Bill et Frank a du sens dans l'intrigue principale de la série, ça n'est pas qu'un bottle épisode qui est là pour faire du remplissage. Ensuite, j'ai bien aimé comment l'épisode s'intéresse au passage du temps dans le petit quartier que Bill a littéralement privatisé durant l'apocalypse. On voit bien le passage des années, mais aussi l'arrivée de Frank et son envie de vitalité, puis à nouveau la décrépitude lorsqu'ils sont tous deux trop vieux ou malades pour s'en occuper. Je trouve que la prise de risque sur les grosses différences avec le jeu valait le coup. Je comprendrais évidemment le point de vue des joueurs qui trouveront sans doute que ça manque de certaines scènes du jeu dans tout ça, mais très personnellement, j'ai été très agréablement surpris par tout ça. Je n'oublie pas cependant certaines scènes un peu lourdes, mais globalement, j'ai un sentiment très positif sur cet épisode 3 de The Last of Us. Voilà ce que je voulais vous dire sur cet épisode 3 de The Last of Us, la série. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Qu'avez-vous pensé de cet épisode 3 de la série? On a déjà vu un tiers de la saison 1, puisque la série est renouvelée pour une deuxième saison à paraître on ne sait quand, mais tout ça pour dire que moi j'ai bien aimé cet épisode. Est-ce que c'est votre cas? Dites-le moi dans les commentaires bien évidemment, quelle est votre note entre 1 et 5 sur cet épisode? Je suis curieux d'avoir votre son de cloche. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas le commentaire, le pouce en l'air, ça aide, l'abonnement si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, le petit passage sur Utip ou devenir membre sur cette chaîne YouTube, c'est évidemment très très apprécié, merci à tous, et puis un petit coup d'oreille sur mon podcast, ça me ferait très plaisir, tous les liens sont dans la description. Allez, c'est parti, on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo, d'ici là, portez-vous bien, salut à tous.